Nous sommes à une semaine du drame qui nous a frappés. Je souhaitais mettre à votre disposition les informations au terme d'une semaine d'examen des corps et des dispositions administratives auxquelles les familles seront confrontées dorénavant. Vous savez que nous avons mis en place cette fois un dispositif aménagé un peu différemment par rapport à ce que nous avions mis en place au mois de janvier 2015, compte tenu de la dimension inimaginable de l'attentat, du drame auquel nous avons été confrontés la semaine dernière. Mais nous avions procédé pendant plusieurs mois à l'évaluation du dispositif de prise en charge des victimes que nous avions organisé au mois de janvier 2015. Ce travail que nous avons conduit pendant plusieurs mois avec tous les ministères concernés par la prise en charge des victimes, puisque le ministère des Affaires étrangères accueille et met à disposition la logistique, pour le personnel du ministère de la Justice, bien entendu, puisque c'est au ministère de la Justice que se trouve le service d'aide aux victimes, avec l'intervention, bien entendu, des personnels du ministère de la Santé, de la Sécurité civile et, bien sûr, les partenaires associatifs, c'est-à-dire les associations avec lesquelles nous travaillons, à savoir la Fédération des associations des victimes d'accidents collectifs et d'attentats, l'INAVEM, qui est le réseau national des associations d'aide aux victimes, et Paris Aide aux victimes, puisque les attentats, pour la plupart, se sont déroulés à Paris, hors celui du Stade de France à Saint-Denis. Donc nous avions évalué ce dispositif et nous avions conçu donc une organisation différente, notamment pour permettre aux familles d'avoir un référent unique et pour organiser un dispositif pouvant filtrer les appels. Nous avons, en plus, compte tenu du nombre de victimes, ouvert dès samedi un centre d'accueil physique des familles. Ce dispositif nouveau a donc permis aux familles d'être en contact avec un seul référent depuis leur premier appel et donc a facilité le suivi, la prise en charge psychologique, l'orientation vers des soins, les conseils, l'accueil. Nous avons également l'Institut médico-légal qui a reçu les corps. Une décision a été prise de les rassembler tous à l'Institut médico-légal de Paris. Dans une première hypothèse, nous avions envisagé de mobiliser d'autres instituts médico-légaux autour de Paris. Il s'est avéré plus judicieux de mobiliser des équipes autour de Paris et même plus loin, puisqu'il en est venu de Strasbourg, mais de rassembler les corps à l'Institut médico-légal de Paris. Pendant cette semaine, le centre d'appel a reçu 10 000 appels. Le centre d'accueil a reçu plus de 700 personnes. Dans les hôpitaux se sont présentées 599 personnes. 195 ont été hospitalisées. Et hier, 45 étaient encore en réanimation. Les 130 personnes décédées ont été identifiées. C'est-à-dire que pendant la semaine, l'Institut médico-légal a pu procéder à l'examen de ces 130 personnes. L'Institut médico-légal avait envisagé une période beaucoup plus longue, 2 fois plus longue, puisqu'il aurait été nécessaire de leur laisser 2 semaines pour procéder à l'examen de tous les corps. En coordination avec le parquet de Paris, qui a indiqué très précisément les besoins qu'il aurait pour les nécessités de l'enquête, il a été entendu de limiter l'examen des corps autant que possible à un examen externe par radiographie ou scanner et de ne procéder à des autopsies que pour les personnes non identifiées, pour les personnes qui auraient reçu des projectiles qui seraient restés dans le corps, pour les corps qui sont mutilés et pour les personnes décédées dans les hôpitaux. Cela a permis à l'Institut médico-légal, donc, en une semaine, de pouvoir procéder à tous les examens nécessaires et donc de pouvoir mettre ces corps à la disposition des familles. Nous avons veillé à ce qu'un magistrat du parquet soit présent à l'Institut médico-légal en permanence, ce qui a permis la délivrance des permis d'inhumer
112 permis d'inhumer ont été délivrés. Nous avons pris des dispositions pour veiller à ce que les familles soient totalement déchargées de toutes les démarches administratives. L'Institut médico-légal transmet donc à la cellule interministérielle d'aide aux victimes les informations sur les permis d'inhumer. Les démarches auprès des mairies seront également prises en charge pour faire délivrer les certificats de décès. Les familles seront interrogées pour savoir si elles désignent une entreprise funéraire. Sinon, il leur sera proposé de faire le nécessaire ou d'avoir un choix parmi une liste qui leur sera présentée. Et bien entendu, le fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions prendra en charge la totalité des frais d'obsèques, en plus de prendre en charge les besoins des personnes et d'assurer le versement de provisions pour les nécessités immédiates des familles concernées. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait 130 victimes identifiées. Vous savez que toutes les victimes ne résidaient pas à Paris, ou que toutes les familles de victimes ne résidaient pas à Paris. 29 villes françaises sont concernées. Il y a 25 victimes de nationalité étrangère ou binationale. Pour ces 25 victimes, à peu près une vingtaine de pays étrangers sont concernés dans 8 pays de l'Union européenne. Cette période d'obsèques qui s'ouvre et qui sera une période extrêmement douloureuse, avec un pic de souffrance sans doute pour les familles, fera l'objet évidemment d'une mobilisation totale de la cellule interministérielle d'aide aux victimes. Et bien entendu, nous avons déjà commencé à travailler sur l'accompagnement et le suivi au long cours. J'ai réuni dans la semaine les associations, donc la FINVAC, l'INAVEM, Paris Aide aux victimes, ainsi que le Fonds de garantie. Nous avons procédé à une première évaluation de la prise en charge des familles, des blessés, des personnes choquées aussi. Et nous allons nous revoir vendredi prochain, puisque je ferai le point avec elles avant que le Premier ministre ne désactive la cellule interministérielle d'aide aux victimes et que le ministère de la Justice prenne seul, à partir de ce moment, le relais de l'accompagnement des victimes. Nous le ferons évidemment avec les réseaux d'associations conventionnées, en sachant que compte tenu du nombre de victimes, du nombre de familles de victimes, du nombre de personnes blessées, du nombre de personnes choquées, par conséquent du nombre de personnes qu'il conviendra de suivre, d'accompagner, d'informer, de leur expliquer les statuts juridiques des personnes qui se retrouvent sans soutien de famille, des enfants qui pourraient avoir perdu un ou deux parents, compte tenu de l'importance et de la nécessité d'être à la fois en capacité, en nombre et en qualité pour assurer ce suivi au long cours et cet accompagnement. Nous avons également programmé une réunion interministérielle de façon à voir s'il y a des dispositions particulières à prendre par rapport au relais que nous avons eu à prendre dans d'autres circonstances, puisque nous avons eu à prendre évidemment le relais après la cellule pour les familles de victimes de janvier, mais ça a été le cas pour l'accident collectif de Bretigny, ce sera le cas pour l'accident collectif aussi intervenu à Bindolsheim. Donc, mais là, évidemment, il y a un nombre beaucoup plus important, donc il nous faut mettre en place ce dispositif de façon à ce qu'il soit opérationnel dès que la cellule aura été dissoute, parce que nous aurons passé le temps des obsèques et nous serons donc, à partir de ce moment-là, dans la phase de suivi long, mais nécessaire, indispensable, et que nous voulons conduire aussi efficacement que nous avons pu grâce aux professionnels, grâce aux bénévoles, grâce à tous ces écoutants qui ont fait un travail important d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, de conseil. Nous voulons que le suivi au long cours soit aussi de très très grande qualité.
C'était prévu ainsi? Sauf s'il y a une question. C'est sur les sujets un peu connexes, hein, si vous le permettez, sur les 2500 postes annoncés pour la justice par le président de la République fin de semaine. Si vous avez des précisions sur la façon dont ça peut être concilié entre les différentes missions du ministère? Oui, vraiment par pudeur, je suis dans cette situation d'une pudeur totale vis-à-vis des familles, parce que je sais que, je vais vous répondre d'une phrase, mais je vais vous proposer que nous nous revoyions pour vous donner des précisions sur ce sujet. Vous avez raison de dire qu'il est connexe. Il n'est pas au centre de cet état des choses une semaine après, qui a été une semaine extrêmement difficile pour les familles et qui ouvre une autre période d'extrême et de profonde difficulté aussi. Donc hier, je me suis rendue au tribunal de grande instance puisque j'avais proposé une rencontre au chef de cour et au chef de juridiction. Cette rencontre avait été précédée d'une séance de travail la veille ici à la chancellerie. Vous savez sans doute que depuis mon arrivée, je renforce le pôle antiterroriste de Paris, aussi bien en magistrat au parquet qu'en magistrat au siège, mais pas seulement en magistrat, également en greffier, en fonctionnaire, en assistant de justice et en assistant spécialisé. J'ai donc interrogé les chefs de juridiction et les chefs de cour sur leurs besoins en effectifs, parce qu'évidemment, le nombre de procédures a augmenté de façon considérable et qu'il faut qu'ils aient les moyens d'aller vite. Et vous voyez que pour cette enquête, les choses vont vite, elles vont bien, les progrès sont substantiels. Cela est possible parce qu'il y a une capacité de regroupement des compétences et de répartition du travail, ce qui est en plus valorisé par la mobilisation et l'engagement des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires, puisque depuis vendredi soir, ils assurent des permanences jour et nuit, et ils collectent les éléments, ils les traitent, ils font un travail qui permet au procureur de la République régulièrement de vous donner des informations sur l'évolution de l'enquête. Donc je suis allée les voir et je ferai un renfort à nouveau dans les 10 jours qui viennent, dans la semaine prochaine, puisque nous avons lancé un appel à candidature pour 4 magistrats supplémentaires au parquet de Paris. Donc cet appel à candidature sera clos le 25 novembre. Nous avons déjà des candidatures tout à fait intéressantes. Donc il y aura un renfort de 4 magistrats supplémentaires au parquet de Paris. Il y aura également un renfort au siège, même si les juges d'instruction interviendront plus tard lorsque les informations judiciaires seront ouvertes. Pour l'instant, c'est une enquête préliminaire, donc en flagrance d'ailleurs, et qui deviendra une enquête préliminaire. Donc elle est au parquet. Donc les renforts d'effectifs seront faits. Ce sera la 3e fois dans l'année que je renforcerai les effectifs au pôle antiterroriste à Paris, parquet et siège. Mais nous irons plus loin, c'est ce qui est sorti de la réunion d'hier. Nous allons ouvrir une nouvelle chambre d'instruction, nous allons reconfigurer, nous allons créer également des postes de juges d'application des peines, de juges des libertés de la détention, puisque vous savez qu'il faut que le juge de la liberté de la détention se prononce pour la mise en détention provisoire. Je vous rappelle que sur les procédures antiterroristes, plus de 65% des personnes mises en examen font l'objet d'une décision de détention provisoire. Donc voilà, ces 2500 postes seront répartis, nous vous ferons connaître. Ça concernera bien sûr les juridictions et ça concernera également l'administration pénitentiaire. Voilà. Mais là, dans quelques jours, si vous voulez, je vous dirai les choses précisément. C'est une question sur l'institut médico-légal. Combien de personnes ont été mobilisées? Vous avez fait allusion à des renforts d'équipe de Strasbourg, c'est des seuls qui sont venus en renfort? Il y a des médecins qui sont venus. Je vous dis Strasbourg pour expliquer simplement qu'on est allé bien au-delà de l'Île-de-France. Mais ils ont beaucoup travaillé parce qu'ils ont procédé à pratiquement une quinzaine d'examens par jour. Donc les équipes ont été très fortement mobilisées. Il faut savoir qu'à l'Institut médico-légal, je vous parlais du magistrat du parquet qui est là en permanence, donc un relais de magistrat du parquet. Mais il y a évidemment les médecins, il y a également l'identification judiciaire, il y a la sécurité civile. Donc voilà, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui intervient, qui a assuré l'accueil des familles, qui a mis à disposition un lieu pour que les familles puissent se recueillir si elles le souhaitent.
puissent rester là pendant plusieurs heures. Donc il y a un lieu d'accueil qui permet aux familles de se poser, et si elles souhaitent passer toute la journée, toute la soirée, c'est possible. Donc voilà, comme je vous ai dit, avec le parquet, on a vu, parce qu'il y a des contraintes, l'Institut médico-légal travaille sur la base notamment des contraintes qui sont énoncées par Interpol. Mais en même temps, ces contraintes, elles sont dictées par les nécessités de l'enquête. Donc avec le parquet de Paris, puisque nous avons, lorsque l'Institut médico-légal nous a dit qu'il lui faudrait 15 jours pour procéder à l'examen de tous les corps, j'ai perçu moi-même que ce sera insupportable, que voilà, personne ne pourrait regarder une famille, même une seule famille, pour lui dire qu'il faudra patienter 15 jours. Donc nous avons vu avec le procureur de Paris. Le procureur de Paris a indiqué à l'Institut médico-légal quels pourraient être ses besoins en matière d'enquête, de façon à réduire la nécessité d'examens hors les examens externes. Ce qui a permis effectivement qu'au terme d'une semaine, nous soyons en mesure d'annoncer la fin de tous les examens de corps. Voilà. Je vous remercie. Et pour les victimes étrangères, comment ça se passe? Les corps c'est les ambassades qui servent de lien avec votre ministère, ou c'est les familles directement? Non, nous avons, parce que c'est évidemment toujours très très délicat, parce qu'y compris pour les appels téléphoniques, nous nous assurons, voilà, proposons aux personnes plutôt de se déplacer. Donc nous avons tenu absolument à passer par les ambassades. Et nous avons fait savoir par l'intermédiaire des ambassades que les familles de victimes étrangères seraient prises en charge de la même façon, donc selon leurs vœux. Si elles souhaitent que leur corps soit acheminé dans le pays d'origine. Donc le fonds de garantie intervient également auprès de ces familles de façon à assurer la restitution des personnes décédées et à leur apporter toute l'assistance nécessaire. Et pour d'éventuelles poursuites, les familles étrangères qui voudraient porter plainte contre X pour une information, elles doivent le faire en France ou elles peuvent le faire également dans leur pays? Non, la procédure est ouverte ici. C'est donc ici que seront traitées toutes les, voilà, la totalité des situations des victimes. Il n'y aura pas d'enquête miroir, pas a priori, puisque les lieux des faits sont ici. Et s'il y avait un besoin de coopération, évidemment, le parquet de Paris prendra la tâche des pays d'origine, mais il n'y a pas lieu, a priori, de considérer qu'il puisse y avoir le moindre besoin. Donc les familles étrangères seront traitées comme les familles françaises, et nous verrons quelles difficultés matérielles, évidemment, pourraient se poser, mais ça va concerner également les familles des 29 villes, parce qu'il y aura régulièrement des séances d'information, puisque je le souhaite, je le demande, le parquet le fait régulièrement, les juges d'instruction évidemment sont plus à la main, enfin c'est davantage à la main des juges d'instruction de décider quand ils le font, mais il est important que les familles soient réunies régulièrement pour qu'elles les informent de l'évolution de l'enquête. Ça leur est dû. Et même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, l'enquête avance vite. Vous savez que j'étais en conseil des ministres à Bruxelles ce matin, mais la coopération avec la Belgique notamment a été de très grande qualité. Nos demandes d'entraide pénale internationale ont été traitées très vite. Le mandat d'arrêt européen que nous avons demandé a été émis par la Belgique dès dimanche. J'ai donné l'accord pour une équipe commune d'enquête dès lundi matin. Le ministre belge de la Justice a fait la même chose. Donc l'équipe commune d'enquête a pu être mise en place très très rapidement. Donc la coopération est de qualité, nous la renforçons, puisque ce matin, dans ce conseil commun, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, nous avons obtenu qu'avant la fin de l'année, un certain nombre d'outils dont nous avons demandé qu'ils soient perfectionnés le seront avant la fin de cette année, notamment ECRIS, qui est un système d'interconnexion des casiers judiciaires, donc qui permet par communication cryptée d'échanger les informations sur les casiers judiciaires. Nous avions déjà demandé qu'il puisse être étendu à des pays tiers, notamment des pays comme la Turquie et les États-Unis, qui sont en mesure de disposer d'informations concernant des personnes susceptibles d'être mises en cause ou des personnes
qui sont auteurs de crimes terroristes. Et nous avions demandé aussi que puisse y être intégré le stockage et la transmission des empreintes digitales, parce que c'est un critère de fiabilisation de l'identité des personnes en cause. Ça s'est avéré utile parce qu'évidemment c'est sur la base de ces éléments que nous avons pu très rapidement disposer des informations qui ont permis l'identification d'Abaoud dans l'assaut de mercredi par exemple. Donc c'est une coopération qui fonctionne, qu'on peut encore améliorer et intensifier. Ce que nous avons demandé également, je l'avais demandé en janvier, lorsque j'avais demandé que soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres européens à Riga, en Lettonie, et j'avais obtenu que ce soit inscrit à l'ordre du jour, j'ai demandé que l'on revoie, on actualise la directive, la décision cadre de 2008 qui définit les infractions terroristes, et qu'on puisse l'actualiser sur la base des infractions qui ont été définies dans la résolution 2178 de l'ONU, adoptée en octobre 2014, et qui incrimine les voyages, le financement, l'organisation, la facilitation de ces déplacements pour actions terroristes. Donc nous avons obtenu tout cela ce matin avec une mise en œuvre avant la fin de l'année. Cela facilitera encore la fluidité des enquêtes et donc l'efficacité. Et nous avons toutes les raisons de penser que nous pourrons apporter des réponses, en tout cas que la juridiction pourra apporter des réponses tangibles, importantes, substantielles, le plus vite possible, le plus tôt possible aux familles, et que surtout nous aurons augmenté notre capacité d'anticipation et donc la capacité d'identifier les réseaux, les filières, de les démanteler et donc d'empêcher ces attentats effroyables et monstrueux. Je vous remercie beaucoup.